BFM Business, l'heure H. L'invité d'Edwige Chevrillon passe le grand oral de l'économie avec le cercle des économistes. Et notre invité, je vous le rappelle, Jean-François Copé. Merci beaucoup. Vous voyez bien qu'il y a énormément de débats, en l'occurrence, notamment sur la forme du contrat de travail. Mais il nous reste beaucoup de questions à aborder, et notamment, j'ai envie de dire l'essentiel, parce que la mesure phare quand même de votre programme économique, là on en a parlé longtemps, c'est la TVA sociale, mais c'est aussi la méthode. Vous voulez régner, j'ai envie de dire, c'était un peu par ordonnance, 15 ordonnances, on voit ça tout de suite. Et donc, j'attendais un petit jingle qui n'est pas venu, mais c'est pas grave. Votre méthode pour réformer, c'est ce qui vous caractérise peut-être par rapport aux autres. Donc, c'est des ordonnances. La question classique, c'est, oui, d'accord, très bien, formidable, mais il y a un Parlement. Donc, et le Parlement, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne sert plus à rien, quoi. Écoutez, d'abord, déjà, j'entends des candidats qui veulent faire des référendums. Alors là, il faudra m'expliquer aussi à quoi sert le Parlement. Sur les ordonnances, l'idée, elle est très simple. Je veux faire évoluer le métier de parlementaire. Je pense qu'un parlementaire passe beaucoup trop de temps dans les nuits enfiévrées devant des hémicycles vides avec des amendements qui, la plupart du temps, bloquent les choses. Je préfère un député qui voit demain sa mission évoluer pour être un contrôleur et un évaluateur de l'action ministérielle. Moi, je rêve qu'il y ait des hearings, comme ça se passe aux États-Unis, avec des députés qui interrogent les ministres en disant « Mais monsieur le ministre, vous avez pris une ordonnance réduisant le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, réorganisant retransposant des normes européennes pour améliorer la condition des agriculteurs, et vous n'avez rien fait. » Voilà, avec un ministre de l'Agriculture obligé de rendre des comptes. Ça change tout. C'est infiniment plus valorisant pour le parlementaire et infiniment plus gratifiant pour le citoyen que de se dire voilà des institutions qui fonctionnent de manière imbriquée plutôt qu'un espèce de non-dit dans lequel la droite, la majorité vote oui, l'opposition vote non, il y a 3-4 clashs parce qu'il y a toujours un ego qui passe par-dessus l'autre et puis finalement il n'y a rien qui bouge. Jean-Hervé Lorenzi, Patrick Coquidé, Catherine Lubochinski. Non, ce que j'ai cru comprendre que l'affaire des ordonnances c'était au démarrage. Voilà, on ne gouverne pas pendant 5 ans. C'est les 15 premières décisions qui sont prises par ordonnance. Moi je veux dire la cohérence de Jean-François Copé, on est d'accord ou pas d'accord, ça chacun a son opinion, mais sa cohérence c'est d'aller vite et d'essayer de faire un vrai choc qui soit un choc de réforme structurelle. Alors, tout à l'heure, on a oublié un élément de fond, me semble-t-il. On a beaucoup insisté sur le rôle du fonctionnaire. Mais derrière ça, et ça rejoint l'histoire de l'organisation même, nous avons, il y a quelques années, travaillé sur ce qu'on appelait la LOLF. C'est-à-dire cette idée que des fonctionnaires avaient des sortes d'agences. Ouais. La grande transformation en Suède, au Canada, partout, c'est l'idée qu'on a substitué à des ministères des agences responsables avec un budget, des gens qui... Et une évaluation. Et des évaluations. Est-ce que dans cette affaire-là, on met ça en place ou non? C'est ça l'intérêt. Moi, j'ai été très marqué par une formule de Mme Thatcher. Je suis tombé sur une de ses interviews. On lui avait dit comment vous avez fait pour remettre la Grande-Bretagne en ordre de marche. On peut approuver ou pas, mais bon. Et elle a dit, voilà, j'ai gouverné la Grande-Bretagne pendant 10 ans. La première année, j'ai tout décidé. Les 9 années suivantes, j'ai appliqué. Bon, mon idée, s'inspirant de ce qu'avait fait De Gaulle en 58, dans un pays qui, quand même, à l'époque, allait très mal. Rappelez-vous, des déficits massifs, des gouvernements qui tenaient 4 mois, des milliers de jeunes sous les drapeaux avec la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive en 58 avec un paquet d'ordonnances, des décisions qu'il prend immédiatement et qui ont structuré le pays pour les 20 années qui ont suivi. Donc, mon idée, c'est que je fais campagne sur 15 ordonnances. Elles sont connues du public. Les Français ont même pu, par Internet, réagir avant, etc. Si je suis élu, les députés font campagne sur ces 15 ordonnances. Ils sont élus. Le 2 juillet, je demande au Parlement d'habiliter mon gouvernement à mettre en œuvre ces 15 ordonnances. Elles sont prises dans les 2 mois, c'est ça l'avantage. 2 mois entre le 1er juillet et le 30 août, et à partir de là, nous consacrons le quinquennat à les appliquer. Voilà. Patrick Coquidé, après Catherine. Si votre réforme fiscale, c'est-à-dire baisse de l'IR, suppression de l'ISF et puis TVA, vous le faites par ordonnance, oui? Bien sûr. Alors ça veut dire que, par exemple, sur l'IR, vous pourrez faire passer des suppressions de niches fiscales, ce que vous n'avez jamais pu faire quand vous étiez ministre du budget, vous en avez même créé. Donc écoutez, c'est un abus de langage, si je peux me permettre, parce que celle que j'ai créée, c'est une exonération de plus-value de cession de participation, moyennant quoi ça a permis d'empêcher la délocalisation des sièges en France, parce qu'on s'était aligné sur la compétitivité des autres. Vous pouvez faire passer des mesures impopulaires comme des suppressions de niches que personne ne peut faire. Mais vous savez, par ordonnance. Oui, mais en même temps, quel est mon combat? Moi, je suis pas un obsédé des niches, parce qu'en même temps, c'est de l'incitation à faire dans l'économie. C'est pas si absurde que ça. Mais j'ai par exemple une idée très concrète. Peut-être pas vous plaire, mais je la propose quand même. Je vais supprimer l'ISF. Bon, tout le monde est sur cette ligne-là. Oui, exactement. Tant mieux. Bon. Mais mon idée, c'est qu'alors, toutes les incitations fiscales qui permettent de déduire de son ISF quand on investit dans le capital des PME n'existera plus. Mon idée est de le transférer à l'IR.
à l'impôt sur le revenu. Et qu'ainsi, là où c'est aujourd'hui assez plafonné, on puisse élargir les plafonds pour permettre aux Français de défiscaliser leur impôt sur le revenu à condition d'investir dans les fonds propres des entreprises. Vu les difficultés énormes de nos petites entreprises à accéder au crédit, malgré tout ce qu'on raconte à Paris, ça va mieux. Ça dépend des jours et des endroits, parce que je peux vous dire qu'un mot, je pourrais vous en raconter, mais peu importe. Donc, l'idée, c'est que derrière, des particuliers puissent défiscaliser et ainsi faciliter les circuits de financement. Voilà typiquement une mesure dynamique qui existe déjà partiellement. Sauf qu'on accroît. Oui, mais là, on supprime l'ISF. Donc l'idée, c'est de le prendre à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Vous voyez, voilà typiquement une mesure qui, me semble-t-il, fera bouger les lignes. Idem pour les dons aux œuvres. Idem pour les dons aux œuvres. Catherine Dubochinski. Oui, j'écoute avec grand intérêt cette histoire, enfin ce débat sur la fiscalité. Et sur la méthode, on est sur la voilà. Bon, et sur la méthode, oui, il faut, à partir du moment où on est élu sur des programmes, autant les appliquer tout de suite. Bon, tout le monde ne dit pas ça, comme vous le savez. Oui. Parmi les candidats. Bon, donc c'est plus politique. Moi, je préfère me poser des questions sur les aspects fiscaux, parce que ça fait longtemps que le grand principe de non-affectation des recettes aux dépenses n'est plus appliqué, qu'on a des centaines de dépenses fiscales, niches fiscales, vous appelez ça comme vous voulez, et donc finalement, le rendement de la fiscalité en France, il est pas tellement élevé. Quand on regarde par exemple l'impôt sur les sociétés, qui est à 33,3% pour les plus grandes, c'est vrai que ça fait peur aux investisseurs étrangers, mais quand on regarde son rendement brut des crédits d'impôt, c'est 2,7% du PIB, on est en 8e position en Europe, c'est-à-dire que finalement, donc il faut simplifier, c'est ça que vous dites. Voilà, faut simplifier. C'est pareil pour la fiscalité sur le revenu, donc on a toutes ces niches fiscales. Ça revient un peu sur la question de la méthode quand même, parce que ça veut dire qu'il y a comme un millefeuille administratif qui fait qu'il y a une déperdition en ligne extrêmement importante. Comment est-ce que vous y répondez? Alors sur la partie fiscale ou sur la partie c'est un peu lié quand même. Oui et non. Enfin, sur la partie fiscale, c'est un arbitrage éternel. Je pense qu'il faut qu'en réalité nous baissions les taux. Moi, je propose clairement. Mais c'est pas un problème de taux, c'est un problème de rendement de l'imposition. Oui, mais si vous baissez les taux, vous n'avez plus besoin de faire des niches. Enfin, je crois. Ah, donc vous supprimez les niches. Oui. Mon idée, c'est d'en supprimer un certain nombre, évidemment, mais en même temps de préserver celles qui me paraissent utiles. Il y en a une qui s'appelle la politique familiale. Je veux rétablir la possibilité de déduire de son impôt sur le revenu crédit impôt recherche. Vous supprimez le crédit impôt recherche? Vous plaisantez? Non, pas du tout, je ne supprime pas. Non, mais je pose des questions parce mais jamais de la vie. Vous le supprimez, donc je posais la question sur le crédit impôt recherche. Stop. Non, jamais de la vie. C'est ce qui fait qu'on est un paradis fiscal en matière de recherche-développement en France. Non, il ne faut surtout pas y toucher. Il faut même le développer, si j'ose dire. Bon, idem sur les gardes d'enfants, idem sur la politique familiale dont le Parti socialiste a supprimé le caractère universel. Je crois que nous avons tout intérêt à développer de manière incitative pour orienter l'économie là où nous souhaitons que c'est utile. Et là où vous avez raison, c'est qu'il y a des niches fiscales qui n'ont pas de sens. Mais, encore une fois, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut baisser les taux d'un certain nombre d'impôts parce qu'ils ne sont pas attractifs pour les investissements étrangers. Vous avez cité l'IS, vous avez raison. Moi, je veux descendre le taux normal à 30%, là où il est à 33% aujourd'hui. Et de la même manière, pour le taux réduit, il est à 15%. Il faudra d'une manière ou d'une autre réfléchir à l'améliorer. Dernière question là-dessus. Après, toute petite question d'actualité. Oui. Vous seriez d'accord avec les députés socialistes pour baisser la CSG des retraités très modestes, ce qu'ils veulent faire cette nuit dans le budget? Le problème, c'est que là, on est dans une période où on raconte des choses qui ne sont pas crédibles parce qu'on ne peut pas les financer. Donc, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais on voit bien qu'on est en période électorale à gauche et qu'on rase gratis. Il y a un vrai sujet qui est celui des petites retraites. C'est pas une question de CSG, c'est une question de niveau de petite retraite. Et pour cela, nous payons au prix fort la lâcheté qui a consisté à ne jamais vouloir réformer vraiment les retraites. Là où toute l'Europe est à 65 ans, on est à 62. Donc le vrai sujet, c'est qu'il faut augmenter l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans, ce que je propose, et pas 64, enfin où on fait les choses où on les fait pas, et que nous puissions, avec les économies réalisées également en fusionnant les régimes de retraite, trouver la marge de manœuvre pour accompagner ceux qui ont les retraites les plus modestes. Un audit de la France si jamais vous arrivez au pouvoir ou pas? Est-ce que ça sera nécessaire, ou est-ce que vous pensez justement baisse de la CSG, baisse de l'impôt pour les PME, etc., CICE, est-ce que vous avez trouvé des tas de loups dans le placard ou pas? Je vais vous dire, Edwige, il faut le faire, ne serait-ce que pour objectiver le débat. Ouais. Bon, enfin, on sait, hélas, l'état des lieux. Les socialistes ont acheté à crédit dans des conditions scandaleuses parce que je crois qu'on est à 6 ou 7 milliards d'euros de cadeaux entre les augmentations de traitement pour les
les enseignants, entre les primes pour les jeunes. Enfin, il y en a dans tous les sens. C'est pas financé. Ce sont des chèques en blanc. Il nous reste 6 minutes pour encore 2 questions. L'Europe et l'État stratège. On dit un mot peut-être de l'Europe. Catherine Lebochinski l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on s'assoit sur les déficits, sur les critères de 3%, le temps de réarmer la France, pour reprendre votre expression? Jamais. On reste dans les clous. Jamais. Moi, je vais vous dire, qu'ont fixé et qu'ont tenu, en tous les cas, la gauche. C'est encore vous allez me dire, c'est encore un de mes désaccords avec Nicolas Sarkozy. Mais moi, je suis partisan de l'orthodoxie. Décidément, votre tête de Turc. Mais non, c'est un désaccord de fond. On peut avoir des désaccords de fond sans être forcément qualifié de turc ou pas. Ça n'a rien à voir. J'ai des désaccords de fond. Je ne veux plus qu'on joue avec les finances publiques. J'ai été ministre du budget et le seul... Ce qu'il a fait. Seul de la décennie. En Nicolas Sarkozy a joué avec les finances publiques de la France. Attendez. Moi, j'ai été ministre du budget en 2004, 2005, 2006, 2007. Bien. À l'occasion de ces 3 exercices, avec notamment des 2 derniers, nous avons baissé la dépense, baissé les impôts, baissé le déficit, baissé la dette. Nous étions Patrick, en dessous de 3%. La croissance était supérieure à 2,5% aussi. Quand vous étiez ministre du budget. Ça aide. Alors, j'ai juste terminé. Nous avions un déficit budgétaire qui était de 2,3%, donc en dessous des 3, et une dette qui était à 62%. Bien. Ce que vous dites concernant la croissance, vous avez tout à fait raison. Mais là, il faut m'expliquer, plutôt, je vais vous le dire autrement, je trouve que la crise de 2008, elle a bon dos. Parce que je rappelle que l'Allemagne a eu 2 fois plus de récession que la France en 2008 et 2009. Quand nous étions à -2, elle était à -4. Et elle se retrouve aujourd'hui à l'équilibre budgétaire, là où nous sommes à des niveaux de déficit élevés. Elle a 75% de dette sur PIB, cher Jean-Hervé, nous sommes à 100%. Et pourtant, on a à peu près la même météo. Donc c'est bien qu'il y a un pays qui a fait des réformes de structure, l'Allemagne, et un pays qui l'a pas fait, la France. Et je voudrais simplement préciser que ces 10 années qui viennent de s'écouler n'ont pas permis de faire ces réformes de structure. Je complète. Rapidement, et Catherine, et après l'État stratège. L'histoire en dessous de 3%, on respecte la règle. Non, qu'est-ce qu'on change non? Parce que, objectivement, le reste, ça marche moyen. Il n'y a qu'un sujet, à mon sens, Jean-Hervé Lorenzi, qu'il faut bouger. C'est la question des budgets de défense. Bon. Qu'il faut sortir, en fait. Soit on les sort, soit si on ne les sort pas, on veille à pouvoir les identifier, parce que nous ne sommes pas dans la même configuration qu'un certain nombre d'autres pays d'Europe dont l'effort de défense n'a absolument rien à voir. Bon. Et donc moi je considère qu'à partir du moment où la France porte sur les épaules, et avec quand même un courage exceptionnel, parce qu'il faut le rappeler, les opérations extérieures les plus difficiles, Afrique subsaharienne, j'y étais il y a quelques semaines, je peux vous dire que ce que j'ai vu montre que nous faisons un travail d'intérêt européen en termes de sécurité, sans compter d'autres interventions que nous pouvons faire comme en ce moment en Irak. Mon point de vue est qu'on ne peut pas le mettre sur le même plan que l'Allemagne ou que d'autres pays d'Europe du Nord, par exemple. Voilà, c'est pour moi là-dessus qu'il faut bouger. Ensuite, si nous commençons à ouvrir les vannes des critères de Maastricht, c'est comme si on enlève les glissières sur une autoroute. Et donc, dans ce cas, il n'y aura plus aucune limite. Et c'est la fin du rêve européen. C'est la fin de l'euro, c'est la fin de la maîtrise de l'inflation et des taux d'intérêt bas. C'est ce que proposent d'autres candidats, en tous les cas, de s'asseoir un peu, le temps que la France se redresse, de s'asseoir sur cette question des 3%. Ce n'est pas mon point de vue, parce que vous savez, quand on commence à ouvrir les vannes de l'inflation, c'est comme une boîte de Pandore. On sait ce qui sort, on sait plus comment on arrive à la faire rentrer. Comme la déflation, ça peut. Toujours européen. Non, on passe, pardon, il nous reste 3 minutes. La question de l'État stratège, parce que c'est vrai que dans votre programme économique, on n'a pas trouvé grand-chose, mais vous allez nous répondre. Non, mais là-dessus, il y a d'autres propositions. Vous lisiez, parce qu'il y a je l'ai lu de A jusqu'à Z. Oui, parce qu'il y avait 36 pages. Mais il y a aussi un livre qui s'appelle Le sursaut français que j'ai écrit, qui est très beau, que je vous recommande. Comme ça, vous serez mal lectrice, mais pas eu des tonnes. Et qui vous permettra de voir précisément que je développe toutes ces questions, y compris celles de l'État stratège. Jean-François Copé. Non, je sais pas, sur un dossier comme PSA, est-ce qu'on empêche PSA d'être en faillite, on prend une participation sur Alstom, est-ce que on oblige la SNCF à commander les TGV alors qu'on n'a pas besoin ou STX, c'est un peu comme PSA. Voilà. Oui, mais là, on est sur un truc qui marche du feu de Dieu, et est-ce que empêcher un Chinois, en l'occurrence, de prendre... Non, ce qu'à mon avis, aucun pays au monde n'accepterait, sûrement pas les États-Unis, à ce que un petit bijou devienne chinois. Voilà. Il était coréen, vous me direz, mais bon. Il faut qu'on fasse très attention à tout ce qu'on fait. Donc, il y a quand même des activités stratégiques qu'il faut protéger, et c'est toute la noblesse de la politique que d'arbitrer ce genre de choix. Bon, ensuite, pour le reste, allons jusqu'au bout du raisonnement. Ce qui se passe aujourd'hui chez Alstom, par exemple, ou à Florange, montre quoi? Que l'État n'est plus stratège, il arrive en dernière minute pour sauver le journal de 20 heures. Et le pompier, oui. Bon. Pour sauver le journal de 20 heures. Oui, mais bien sûr. Mais malheureusement, nous sommes prisonniers de cela. Je pense qu'il faut en sortir. Pour en sortir, il faut faire
en réalité, il faut proposer aux Français que l'on ait une vision longue des choses, pas simplement une vision de court terme. Le problème, c'est que beaucoup de mes aînés, quand ils étaient au pouvoir, ils ont tremblé. Ah, mais que va-t-on dire dans un éditorial? Que vont devenir mes sondages? Ils vont baisser. Moi, je suis très à l'aise sur les sondages. J'ai jamais eu de bons sondages de ma vie. Oui, là, c'est sûr que là, de manière détendue. Mais je pense qu'il faut en sortir de cela. Si on n'en sort pas, on continuera d'être dans une espèce d'approche dans laquelle on gère l'urgence et cette urgence fait prendre les plus mauvaises décisions. Vous vous rendez compte qu'on demande à la SNCF de payer, je crois, 10 ou 15 fois plus cher un train pour simplement permettre de faire croire qu'on va préserver quelque temps le site de Belfort, alors qu'en réalité, la démarche aurait dû être en amont, de baisser le coût du travail, d'améliorer nos conditions de compétitivité, ce que jamais M. Hollande n'a voulu reconnaître lorsqu'il était candidat en 2012. Jean-François Copé, on arrive au terme de ce débat, de ce grand oral de l'économie. 1 minute pour convaincre, j'ai envie de dire. 1 minute pour convaincre. Écoutez, simplement pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette élection, c'est une élection de la dernière chance si on veut rayer le décrochage. Il y a 2 options. Soit on fait semblant de ne pas dire les choses et dans ce cas on fera rien, soit on fait cette rupture que j'appelle de mes voeux. Ça implique en termes de méthode 15 décisions à prendre tout de suite et surtout de dire aux Français que l'avenir peut être merveilleux à condition qu'on prenne maintenant les décisions qui feront que demain nos enfants nous diront simplement merci, maintenant on prend le relais. Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir accepté cet exercice. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, Catherine Lebochinski et Patrick Coquidé. C'est donc la fin de ce grand tour. Vous pourrez l'écouter ou le réécouter ce soir 18h, 19h. Prochaine invitée, ça sera Nathalie Kosciusko-Morizet. Et bon débat.